Mesdames, Messieurs, bonsoir. La campagne électorale pour les prochaines élections législatives entre dans une phase décisive. Les candidatures sont reçues à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. La campagne officielle s'ouvrira lundi prochain, le 12 février, et durera jusqu'à la veille du premier tour, c'est-à-dire jusqu'au 3 mars. Comme l'avait fait le général de Gaulle en 1962, 67 et 68, le président de la République, M. Georges Pompidou, s'adressera aux Français avant l'ouverture de la campagne électorale. M. Pompidou aura jeudi 8 février un entretien télévisé avec M. Jacques Alexandre, directeur adjoint de la première chaîne chargé des informations. Cet entretien sera diffusé à 19h45 sur cette première chaîne et à France Inter, à la même heure, à 20h15 sur la deuxième chaîne et à 22h sur la troisième chaîne, donc ce jeudi 8 février. D'ici au 4 mars, les réunions électorales des différents partis vont se succéder à un rythme de plus en plus accéléré. Aujourd'hui, à la Mutualité à Paris, près d'1 millier de candidats et de suppléants ont participé à la journée nationale de l'URP, Union des Républicains de Progrès, pour le soutien au président de la République. Le Premier ministre, M. Pierre Messmer, a prononcé le discours de clôture des travaux. Il a expliqué notamment qu'il s'agira les 4 et 11 mars de fournir à M. Georges Pompidou une adhésion renouvelée. Il s'agit, a dit M. Messmer, de permettre au président de la République de poursuivre l'œuvre entreprise. Nous allons voir maintenant un résumé des principales interventions et le compte-rendu de cette manifestation. Cette journée a débuté par une séance à huis clos au cours de laquelle les candidats ont entendu 3 exposés. Le premier du général Gallois sur les problèmes de défense nationale, le deuxième de M. Michel Drancourt sur les problèmes économiques et enfin un troisième de M. Roland Sadoun sur les sondages d'opinion et les questions politiques. L'après-midi fut consacré au discours. C'est d'abord M. Fontanet qui prendra la parole avec pour mission d'exposer les choix sociaux de la majorité. Les Français, dit-il, ont en 14 ans doublé leur niveau de vie sans pour cela nuire au potentiel de croissance et de développement de notre pays. Pour l'avenir, déclare M. Fontanet, c'est véritablement les bases d'un nouveau contrat que la majorité propose aux Français. Puis, il va parler de l'alternative, autrement dit du choix qu'auront à faire les Français lors des prochaines élections législatives. Entre un camp qui résisterait au changement et un camp qui voudrait les réformes. La gauche a eu de grandes responsabilités dans la gestion des gouvernements qui ont enlisé notre pays dans l'immobilisme lors des dernières années de la 4e République. Et c'est la 5e République et son fondateur qui, en 1958, ont sorti la France de l'engourdissement, lui ont proposé comme une ardente obligation un ambitieux projet d'expansion économique et de réforme sociale et lui ont rendu son rang dans le monde. Si des divergences politiques ont éloigné certains d'entre nous du général de Gaulle pendant plusieurs années, tous, unanimement, ici, nous déclarons notre admiration pour son rôle historique et nous lui sommes profondément reconnaissants d'avoir permis à nos enfants de grandir dans une France dont ils peuvent être fiers. C'est ensuite l'intervention de M. Giscard d'Estaing. La majorité, dira-t-il, ne veut pas obtenir un vote de répulsion, mais un vote d'adhésion. Le ministre des Finances parle de la croissance économique française, la plus forte d'Europe depuis 4 ans. Et il suggère à la majorité de se fixer comme objectif prioritaire pour les prochaines élections législatives de réduire l'écart qui sépare les revenus les plus modestes des revenus les plus élevés. Et pour conclure, il aborde l'échéance du mois de mars. Je pense, mes chers amis, à l'échéance du mois de mars. Je me dis qu'elle se décidera sur 2 questions, dont l'une est aussi vieille que les élections et qui se résume dans le slogan « Il est temps de changer », et dont l'autre est un vieux choix français, choisir entre l'illusion et l'espoir. L'illusion ou l'espoir. Nous sommes ainsi faits, nous Français, que nous avons très souvent préféré l'illusion. L'illusion, c'est la commodité du rêve refusant les réalités. Nous avons préféré l'illusion avant la guerre, lorsque nous avons choisi le désarmement, pensant que ce geste suffirait à désarmer nos adversaires. Nous l'avons payé par la défaite militaire
et 4 ans d'occupation. Beaucoup aujourd'hui sont tentés de choisir l'illusion lorsqu'on leur explique qu'une économie dont les Français seraient dépossédés, conduite par une bureaucratie centralisatrice que pourtant ils détestent, marcherait tout droit et toute seule vers la croissance et le progrès. Tous les régimes qui l'ont essayé dans le monde ont échoué, peu importe. Chaque fois que les Français sont soumis à une contrainte bureaucratique, ils la rejettent, peu importe. Nous avons choisi l'Europe de la concurrence et des frontières ouvertes, peu importe, peu importe. La chimère conduit son cortège jusqu'à l'heure du désastre, où les Français se réveillent, mais où ils accusent l'univers de les avoir trompés. Nous sentons bien que la France est tenaillée par sa vieille préférence pour l'illusion. Et c'est ce qui donne son vrai sens, sa dimension et sa dignité à notre campagne. Il ne s'agit pas d'aller faire l'article pour un programme, mais d'accomplir ensemble le geste adulte qui consiste à proposer et à choisir ce qui pourra réellement être accompli. La conclusion de cette journée revient au Premier ministre. Ce que veulent les Français, dit-il, c'est une république moderne qui pratique la continuité de l'action gouvernementale et fait respecter l'ordre dans l'État. Et pour le Premier ministre, cette république moderne, elle est définie par les institutions présentes, dont l'élément essentiel est l'élection du président de la République au suffrage universel. Et voici bientôt 4 ans, nous nous sommes rassemblés pour soutenir la candidature de Georges Pompidou. Notre victoire fut l'acte de naissance de cette majorité, dans le pays d'abord, à l'Assemblée nationale aussi. Et cette victoire fut aussi l'acte de naissance de notre union qui se tourne maintenant vers les Français au moment de ces élections législatives pour leur demander, une fois encore, de continuer à soutenir le président de la République. Car une action constructive n'est possible dans notre pays que s'il existe entre le chef de l'État et la majorité parlementaire une coopération sincère, fondée sur une communauté de vues. Comment notre progrès pourrait-il continuer dans la tranquillité et dans l'ordre si demain un conflit éclatait entre le programme d'une majorité parlementaire hostile et les grandes options que le peuple français a choisies en élisant le président de la République au suffrage universel? La réponse à cette question est une affaire de bon sens et d'efficacité. C'est pour fournir à Georges Pompidou une adhésion renouvelée et pour lui permettre de poursuivre ce qu'il a commencé que nous nous présentons au suffrage des Français en une union des républicains de progrès pour le soutien au président de la République. Puis, M. Messmer parle de la tâche de la majorité de demain, le bonheur du peuple français. Nous y parviendrons, dit-il, pour 3 raisons. La première, c'est que nous n'avons jamais varié. La seconde raison, je cite toujours le Premier ministre, c'est que nous avons déjà parcouru une partie du chemin. Et enfin, la troisième raison est que nous avons les moyens de notre politique et qu'elle n'est pas un catalogue de vœux pieux. Avant de terminer son discours, M. Messmer s'adressera à chaque catégorie de Français en leur rappelant ce que le gouvernement a fait et ce qu'il compte faire. Et il conclura en ces termes. Tout ce que nous avons fait, dont je n'ai cité que des exemples, est la preuve de notre aptitude à faire ce à quoi nous nous engageons. Notre campagne est donc tournée vers un avenir d'espérance. Nous avons défini les principaux objectifs que nous voulons atteindre, les étapes que nous voulons franchir. Nous avons défini aussi les réformes que nous voulons accomplir. Que tous les Français apprennent à les connaître au cours des jours prochains, qu'ils en discutent avec nous,
qu'il partage notre confiance et aussi notre résolution à soutenir l'action de Georges Pompidou, président de la République. Alors, ils choisiront de faire avec nous, sur le chemin d'une France plus libre, plus prospère, plus fraternelle, un nouveau bond en avant. Passons à l'actualité sociale. À la suite d'une réunion de conciliation qui s'est tenue à Vittel entre la direction des usines des eaux minérales de Vittel et les représentants syndicaux, le lock-out, c'est-à-dire la fermeture technique, a été levé sans condition. Le travail reprendra donc demain matin. Sidi Nati, M. Gérard Nicouze, secrétaire général, a été reçu ce matin par le ministre d'État chargé des Affaires sociales, M. Edgar Faure. La rencontre a porté sur l'harmonisation du régime de sécurité sociale des commerçants et artisans avec celui des travailleurs salariés. À l'issue de cette rencontre, le ministre a précisé que ces régimes devraient finir par s'aligner en ce qui concerne les retraites et les cotisations d'assurance maladie. M. Nicou, qui tenait une réunion cet après-midi au Palais des Sports à Paris, devant une salle pleine à craquer, a souligné sa satisfaction à la suite des décisions annoncées ce matin. La réunion s'est terminée dans le calme. Conférence de presse cet après-midi de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical. Sujet traité, comment sauver l'aéronautique française. M. Servan-Schreiber estime en effet qu'après la décision de 2 compagnies américaines de ne pas confirmer leurs options sur le premier avion supersonique commercial Concorde, qu'il n'y a plus de programme Concorde. Le Concorde est un avion dont les caractéristiques font que aucune compagnie ne peut gagner de l'argent en le prenant. Donc, comme nous l'avons dit depuis le début, la Paname n'a fait que le confirmer, les autres aussi, la Sabena, la Lufthansa, l'Alitalia, toutes les compagnies européennes comme américaines, elles ne peuvent pas le prendre parce qu'il n'est pas rentable, il n'est pas exploitable, c'est un faux avion. Il y a des produits français sur le marché aéronautique qui sont exploitables et rentables. Nous avons l'Airbus A300B, nous avons le Mercure, nous avons le Mystère 30 que l'aérospatiale peut construire, à condition de prendre des décisions énergiques. On a trop traîné, maintenant c'est fini, il faut le sursaut. Et d'abord, comme je l'ai indiqué cet après-midi, donner la garantie totale, et dès maintenant, à tous les travailleurs de l'aérospatiale, pour les 5 ans qui viennent, qu'aucun d'eux ne sera licencié, qu'ils auront tous la garantie de leurs revenus, de leurs ressources pendant ces 5 années. Ils le méritent, cela représente un engagement financier de moins d'1 milliard par an, beaucoup moins par conséquent que ce que nous coûtait le gouffre précédent, et on le doit aux travailleurs de l'aérospatiale, dont aucun n'est responsable de ce qui arrive. Le reste, il appartient au gouvernement de prendre des décisions. Vous êtes très sévère à l'égard de M. Ziegler. Je suis sévère à l'égard, naturellement, comme toujours, des dirigeants, des responsables. Alors, quels sont les responsables? Le ministre de tutelle, M. Michel Debré, le ministre des Transports, qui était M. Chamand, jusqu'à quelques mois, et M. Ziegler, le PDG de l'aérospatiale. Ils se sont tous trompés, et ils nous ont trompés. Nous, ce n'est pas grave. Mais les travailleurs de l'aérospatiale, c'est grave. En effet, c'est eux dont je demande le renvoi. Le renvoi de M. Michel Debré, M. Chamand, c'est-à-dire des députés UDR dans leur ensemble, et le renvoi de M. Ziegler par mesure industrielle étroite. C'est une question de responsabilité, de moralité publique. Les négociations concernant la vente de Concorde à la compagnie d'aviation japonaise commenceront mercredi. De son côté, le syndicat CGT demande l'accélération de la production des 9 avions commandés par Air France et la BOAC afin qu'ils soient mis en service dès que possible. Passons maintenant aux affaires européennes. M. Maurice Schumann, ministre français des Affaires étrangères, a écrit au président du Parlement européen pour protester contre le fait que la prochaine session du Parlement européen se tienne à Luxembourg et non à Strasbourg, décision contraire aux traités de Paris et de Rome. Au sujet des affaires monétaires, M. Giscard d'Estaing s'est félicité des décisions prises par le gouvernement de Bonn pour limiter l'afflux de dollars en Allemagne. Aujourd'hui, le cours de la devise américaine est remonté en Europe. Patrice Duhamel, que faut-il en dire? Et en effet, après la fièvre de ces derniers jours, c'est en effet ce soir l'accalmie, le retour à un certain calme. Sur toutes les grandes places financières, le dollar a légèrement remonté. C'est le cas à Paris, à Londres, à Zurich et ici à Francfort, où la monnaie américaine a été cotée au-dessus de son cours plancher. Tout cela est bien sûr le résultat des mesures de contrôle des capitaux mises en place dans la nuit de vendredi à samedi par les autorités d'Allemagne fédérale.
Cette sorte de contrôle d'échange a donc découragé pour un temps les spéculateurs. Certains détenteurs de dollars se sont aussitôt dirigés vers le Japon, où ils espèrent bénéficier d'une réévaluation dont on parle de plus en plus à Tokyo. Mais le mouvement a été moins important que prévu. À propos des mesures allemandes, notons que la plupart des capitales européennes se félicitent de l'esprit de solidarité dont les autorités allemandes ont fait preuve. Le flottement du mark venant après le flottement de la livre anglaise aurait en effet, s'il avait été décidé, mis en péril le fonctionnement des mécanismes de la communauté européenne. Ce soir, la situation est donc meilleure, mais tout n'est pas encore réglé. Le dollar est encore bien malade et les jours qui viennent seront peut-être difficiles. D'autant que partout, et c'est un second point, la fièvre sur l'or continue, alimentée à Paris, en particulier par les incertitudes de la situation politique. Le Napoléon à 91 francs et le lingot d'1 kilo d'or à 11 240 francs, record absolu, ont une nouvelle fois crevé le plafond et les quantités d'or échangées sur le marché ont été plus importantes que la semaine dernière. Cette hausse de l'or, valeur refuge des épargnants, risque fort, au gré des sondages et des rumeurs, de se poursuivre jusqu'aux prochaines élections législatives. Merci. Le Vietnam maintenant. Il y a 8 jours que le cessez-le-feu est intervenu. Il s'agit maintenant de mettre en application les accords de Paris. Les observateurs de la commission de contrôle se sont rendus aujourd'hui en province. Un amiral américain chargé des opérations de déminage des ports du Nord-Vietnam est arrivé ce matin à Hanoï. Et on note que les violations du cessez-le-feu sont de moins en moins nombreuses. Aujourd'hui, se sont d'autre part ouvertes à Paris les premières consultations entre représentants du gouvernement de Saigon et ceux du GRP. Les frères ennemis, c'est à noter, ont pour la première fois tenu un langage semblable. Les deux délégations se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Il en reste quelques-uns à mettre au point. Les deux délégations se sont convenues de se réunir de nouveau le 7 février prochain à 10h30. Au cours de la rencontre préliminaire d'aujourd'hui, nous avons discuté des modalités pour l'ouverture des consultations entre les deux parties sud-vietnamiennes prévues dans l'accord. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de points de procédure et nous continuons la discussion pour arriver à un accord sur les autres points. Le premier groupe de prisonniers de guerre américains détenus dans la jungle le long de la frontière entre le Cambodge et le Sud-Vietnam sera libéré cette semaine dans la région d'An Loc. Ces prisonniers seront transportés dans une base des Philippines où on les préparera à la liberté retrouvée. Si la guerre du Vietnam est officiellement terminée pour les États-Unis, cette paix fragile dont parlait le président Nixon à la veille de la signature de l'accord sur le cessez-le-feu à Paris, cette paix fragile ne prendra toutes ses réalités qu'avec le retour des derniers prisonniers américains encore détenus au Vietnam. Ici, sur la base américaine de Clark, près de Manille, aux Philippines, c'est la plus grande base américaine en dehors des États-Unis. Tout est prêt pour les accueillir, on les attend d'un jour à l'autre, on ne sait pas quand exactement. Sur place, 2000 spécialistes, des techniciens, des pilotes, des chirurgiens, des neurologues, des sociologues, enfin bref, tout ce qu'il faut pour réinsérer ces gens dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Tous ces gens-là sont sur place et travaillent depuis 2 mois d'arrache-pied à un projet qu'on appelle Opération Homecoming, opération Retour au foyer. Au quartier général de l'opération Homecoming, l'opération Retour au foyer, les responsables cachent mal leur inquiétude. En principe, un premier contingent de prisonniers devait être libéré dans les 15 jours suivant la signature du cessez-le-feu. Cette date approche et tout est prêt ici à Clark pour accueillir les prisonniers, mais on attend toujours le feu vert de Hanoï. Dans ce PC relié au monde entier par ligne téléphonique directe, nous avons rencontré le maître d'œuvre de l'opération Homecoming, le colonel Davis. Mon colonel, combien de prisonniers seront libérés par Hanoï? La liste donnée par Hanoï indique 555 soldats américains, 36 civils et 55 sont décédés. Avez-vous reçu la liste des hommes qui sont morts? Oui. On a préparé à Clark Air Base un véritable pont aérien pour ramener de Hanoï tous ces prisonniers
dont on ne connaît que l'identité. Certains sont vraisemblablement malades ou ont été blessés lorsqu'ils ont été abattus au-dessus du Nord-Vietnam, mais on n'en sait rien. Les avions utilisés seront donc des C-9 ou des C-141, deux types d'avions spécialisés lors de la guerre du Vietnam dans les évacuations médicales et dans le rapatriement des troupes. La base de Clark dispose de l'un des hôpitaux les plus modernes de toute la zone Pacifique. C'est ici et au Japon qu'étaient traités les cas désespérés lors de l'engagement américain au Vietnam. Des lignes téléphoniques directes permettront aux prisonniers libérés d'appeler leur famille dès leur retour. Et puis, dans cette fantastique mécanique américaine, il y a toujours de l'imprévu. Les élèves des lycées de la base ont de leur propre initiative décoré cet hôpital, lui donnant ce qui lui manquait peut-être, de la chaleur humaine. Ici, à Clark, rien n'est laissé au hasard. On ne souhaite pas que les boys rentrent dans leurs uniformes de prisonniers. On leur donnera donc des pyjamas et des robes de chambre dans l'avion qui les ramènera de Hanoï. Et une fois à Clark, les tailleurs de la base leur donneront des uniformes militaires au grand complet avec leurs décorations. Dimanche sanglant en Irlande du Nord, bilan 9 morts, 15 blessés. En Irlande du Sud, le Premier ministre vient d'annoncer qu'il allait dissoudre le Parlement. Les élections générales auront lieu le 28 février. Surprise cet après-midi à Tunis, on a appris que M. Ahmed Ben Salah, principal collaborateur du président Bourguiba dans les années 60, ancien ministre de l'économie et du plan, que vous voyez ici au cours de son procès, s'est évadé de prison hier soir. Il avait été condamné en mai 1970 à 12 ans de prison pour avoir, lui reproché l'accusation, précipité l'économie tunisienne au bord de l'abîme. Les championnats d'Europe de patinage artistique auront lieu en Allemagne fédérale, à Cologne, du 6 au 11 février. Je vous propose de suivre un reportage sur l'équipe qui représentera la France dans cette compétition dont Léo Zitrone nous rendra compte. C'est à Cologne que vont se dérouler cette semaine les championnats d'Europe de patinage artistique auxquels participeront entre autres 4 Français. Le couple Florence Kahn, Jean-Roland Racle en piste actuellement, le champion de France Jacques Mrozek en individuel et la jeune Marie-Claude Bière. Nous les envisageons d'une façon assez optimiste. Oui, on a travaillé le maximum et je crois qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher à 3 jours de championnat. On a fait le maximum, on s'est entraîné 6 heures par jour, aussi bien sur glace que sur terre. Et je crois qu'on est dans la forme optimale. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le patinage artistique en couple? Parce que c'est joli, c'est ce qu'il y a de plus joli et puis... C'est un travail très agréable, c'est certainement la spécialité sur glace qui offre le plus de variété dans le mode d'expression. Et la condition physique est très bonne et nous venons d'effectuer un stage de 10 jours à Brive. Nous avons rencontré toutes les conditions matérielles et psychologiques pour aborder cette grande compétition internationale. Quels seront, selon vous, vos principaux rivaux au championnat d'Europe? Il faudra surtout compter sur Ondrej Nepela, le russe Serverotchin, l'allemand Dallas Hoffmann et l'anglais Curry. Et je pense qu'entre la 6e et la 8e place, ce sera très serré. Marie-Claude, comment êtes-vous venue au patinage? Parce que mes parents connaissaient Anne de Ritt. Et alors, quand on a su qu'elle était professeure, j'ai commencé le patinage comme ça pour m'amuser. Et ce titre de championne de France vous donne du courage pour aborder les championnats d'Europe et après les championnats du monde? Oui. Quelles seront, Madame Durville, à votre avis, les principales rivales de Marie-Claude au cours des championnats d'Europe? Je pense sa concurrente, vraiment, c'est l'Italienne Frosio, puisque le peloton de tête, il n'en est pas encore question pour l'instant, mais s'il faudrait, c'est s'approcher ou accrocher la 10e place pour bien faire. Il sera difficile aux patineurs français d'accéder au podium, occupé très souvent par les représentants des pays de l'Est. Mais ils peuvent se classer honorablement, ce qui leur permettrait d'aborder plus confiants les championnats du monde qui auront lieu en Tchécoslovaquie à la fin de ce mois.
Parlons un peu d'aviation avant de terminer ce journal à propos d'un reportage qui vient de nous arriver. À peine 3 mois après le premier vol du premier Airbus, le deuxième exemplaire de cet avion gros porteur européen a effectué aujourd'hui à Toulouse son premier vol. Il a même volé en compagnie de son grand frère. Cela démontre bien que l'Airbus est en pleine forme. La principale qualité du programme Airbus, c'est le respect de ses horaires. Plusieurs semaines en avance sur les délais contractuels, voici l'Airbus numéro 2 qui décolle. Il est aux couleurs d'Air France et d'Iberia. En effet, Air France a commandé 6 exemplaires de cet appareil et la compagnie espagnole Iberia 4 exemplaires. Derrière lui à 20 secondes, voici l'Airbus numéro 1, le prototype. L'Airbus numéro 2 était piloté par Jacques Grandjec, l'Airbus numéro 1 par Bernard Ziegler, le directeur des essais en vol de la SNIAS pour le programme Airbus, et les deux avions se sont retrouvés ensemble dans le ciel pyrénéen, ce qui nous donne l'occasion d'une belle image. Mais rappelons également que l'Airbus est commandé à 32 exemplaires et que ce gros porteur européen fait l'unanimité sur son nom. Il s'agit maintenant d'élargir les commandes. L'Airbus est bien parti. Souhaitons qu'il continue aussi bien. Les prochaines informations vous seront présentées par Jean-François Delassus vers 23 h. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite de passer une excellente soirée et vous dis au revoir.